Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Reportage en terre indigène. Madagascar, Éthiopie, Papouasie. Gérard Perrier. Reportage en terre indigène. Madagascar, Éthiopie, Papouasie. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 365. EAN 9 782 296 563 605. À Indiana et Noé, les nouveaux indigènes. Dans plusieurs pays, les peuples autochtones réussissent à s'affirmer comme une force politique et sociale pour faire reconnaître leurs droits. Quelques-uns s'adaptent à l'ordre mondial, mais les plus nombreux restent directement menacés dans leur identité. Corruption, profits scandaleux, aveuglement des décideurs ou égoïsme, autant de facteurs qui condamnent les minorités à la famine, la pauvreté ou l'anarchie dans l'indifférence générale. En quelques siècles, les indigènes ont perdu une grande partie de leurs terres au profit d'exploitations agricoles et d'industries minières ou pétrolières. Aujourd'hui, la déforestation s'accélère, le tourisme bouleverse la culture ancestrale et les nomades perdent leurs derniers espaces de liberté. En Afrique du Sud, l'initiation mortelle des jeunes Xhosa oublie le rythme des saisons alors qu'en Éthiopie, les camions prennent la place des chameliers Afar. Au Kenya, les guerriers Maasai, privés de pâturage, deviennent hôteliers pendant que les Ulis de Papouasie, chassés de la forêt, abandonnent les perruques de plumes. En Namibie, les pasteurs Imba s'entassent dans les bidonvilles quand les Boshimans du Kalahari sont expulsés de leur dernière terre de chasse. Sur les hautes terres malgaches, les sculpteurs Afimaniri disparaissent pour cause de déforestation tandis que les aborigènes d'Australie, égarés entre deux mondes, tentent d'empêcher leurs enfants de se tuer. Tous ces films documentaires, réalisés en ce début de XXIe siècle, prennent le parti des minorités face à la globalisation. Chacun de ces voyages raconte une histoire originale, mais tous posent une même question. Comment les peuples indigènes peuvent-ils s'adapter aux bouleversements de la société, tout en préservant leur identité? Ces carnets de tournage permettent de mieux comprendre les doutes et les peurs de peuples autochtones, projetés brutalement dans la réalité du monde moderne. La vallée des Omès plumes. J'ai le nez collé au hublot. Sous les ailes de l'avion, la forêt immense. À perte de vue, ce n'est qu'une succession de montagnes abruptes, coupées de vallées encaissées. Un chaos végétal d'où surgissent plusieurs pics dépassant 4000 mètres d'altitude. Sur la gauche de l'appareil, un énorme panache de fumée s'élève depuis l'un des nombreux volcans qui secouent régulièrement la jungle. Il n'y a aucun village apparent. Nous avons décollé de Port Moresby, il y a plus d'une heure, à bord d'un bimoteur de Havilland qui nous emmène jusqu'à Tari, au cœur des Highlands de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Fabien, l'ingénieur du son qui m'accompagne, a très mal commencé ce voyage interminable. Son bagage s'est égaré à Singapour. Nous finirons par retrouver le sac manquant, 2 jours plus tard, à Port Moresby. L'aérodrome, gagné sur la forêt, se résume à une piste de terre cabossée. L'atterrissage est brutal. Depuis l'ouverture de la ligne, l'arrivée de l'avion est vécue comme une fête car ce terrain de brousse est le seul lien qui relie les hautes terres avec le monde. Nous récupérons nos bagages au milieu d'une foule silencieuse. Quelques papous à moitié nus, coiffés de plumes multicolores, côtoient des négritos occidentalisés. Ils se pressent autour de l'appareil, ils chuchotent préoccupés. Ils savent sans doute que l'ordre du monde est en danger. Le bourg, construit sur une large terrasse, est entouré de hautes montagnes. Des murailles restées infranchissables jusqu'à l'arrivée de 2 chercheurs d'or australiens venus explorer l'intérieur de l'île. En 1930, les frères Lehi pensaient trouver quelques indigènes apeurés. Ils découvrent d'immenses vallées où vivent 1 million d'hommes répartis en d'innombrables tribus guerrières. Au nord de l'Australie, la Papouasie occupe la moitié orientale de l'île de Nouvelle-Guinée,
la moitié occidentale appartient à l'Indonésie. Colonisée à la fin du XIXe siècle par l'Australie et par l'Allemagne, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est indépendante depuis 1975. Dans ce pays, où les mines et l'énergie assurent les 3/4 des recettes d'exportation, 8 habitants sur 10 vivent encore de l'agriculture. Chacune des vallées isolées possède son propre langage. Il y aurait plus de 800 idiomes dans le pays. À l'arrivée des colons, une sorte de créole anglais, appelé pidgin, a permis aux étrangers de communiquer avec les indigènes. Pour gagner l'Ambua Lodge, qui vient d'ouvrir ses portes à une quinzaine de kilomètres de Tari, nous empruntons une piste défoncée, coupée de ponts de bois branlants. Je ne veux pas perdre de temps. Je négocie immédiatement avec Kolowi, notre chauffeur, le montant de la location du Land Rover pour les 10 prochains jours. L'hôtel, composé de bungalows de bois, est isolé au milieu de la forêt. Il est situé au sommet d'une montagne et domine la mer de nuages qui encercle la cuvette du fleuve Tagari. Les habitants de cette vallée ont construit des huttes faites de branches et d'herbes sèches. Ces abris, dispersés dans plusieurs centaines de hameaux, sont protégés par des fossés et des palissades et sont reliés entre eux par des sentiers abrupts. Nous tournons ce film pour la case découverte Chakawe de RFO Réseau France Outre-mer. L'intention est claire. Nous voulons montrer quels sont les bouleversements occasionnés par l'arrivée du monde moderne dans l'une des sociétés indigènes les mieux préservées. Une nouvelle tribu inconnue a été découverte dans les années 80. Nous avons de la chance, dès le soir de notre arrivée, nous croisons Etapé. Ce Uli, âgé d'une trentaine d'années, est serveur à mi-temps au bar de l'hôtel. Il est aussi Igiri Moré, professeur, à El Ibaguia d'Akaou, le village le plus proche. Cette école de vie, cachée dans la jungle, est l'un des derniers endroits de la vallée où les anciens enseignent encore les règles de la forêt. Au programme de cette école initiatique réservée aux hommes, les codes des parures corporelles et l'art de faire pousser les cheveux pour en faire des perruques. Mais attention! Seuls, ceux qui auront réussi l'initiation rituelle auront le droit de porter ces couvre-chefs originaux. Aujourd'hui, 50 000 Uli vivent dans la province des Southern Highlands. La plupart d'entre eux ont déjà succombé aux sirènes venues de l'Occident et renoncent au port de la perruque. Le t-shirt et le blue jean remplacent peu à peu la tenue traditionnelle. Seuls quelques irréductibles vivent encore à moitié nus, en se coiffant d'un étrange chapeau, une sorte de bicorne fait de poils piqué de plumes et orné de fleurs. Mais les coutumes changent, ces parures quotidiennes ne sont plus portées que lors des grandes cérémonies ou pendant les performances destinées aux touristes de passage. Longtemps coupés du monde, les hommes plumes ont perpétué l'art de ces coiffes, les mandas, pour rendre hommage au plus bel oiseau de la forêt, considéré comme l'ancêtre des sociétés papoues. Selon l'endroit de la vallée, l'oiseau sacré diffère. Cela peut être un kalao, un casoar ou bien un oiseau de paradis. Les guerriers n'hésitent pas à tuer l'oiseau fétiche pour s'approprier ses plumes et son pouvoir de séduction. Ici, le quotidien des hommes est placé sous le signe du volatile. Il l'imite dans ses ébats et son camouflage et l'honore à travers la cérémonie du Sing Sing par des danses mimétiques. Il semblerait que l'homme combat ses peurs primales par le biais de cet oiseau mythique, devenu le protecteur du clan et un véritable totem. Etapé accepte d'être à la fois notre fixeur, guide organisateur-traducteur, et le personnage central du film. Il a déjà pris contact avec les villageois des environs pour organiser un grand Sing Sing. Ces rassemblements saisonniers, devenus rares, sont l'occasion d'affrontements pacifiques. Cette réconciliation par la danse est une manière d'enterrer la hache de guerre, ou plutôt l'arc et les flèches. Dans la vallée, 300 clans se font la guerre sporadiquement. Les Uli utilisent facilement les armes pour régler leurs différends liés à une femme, un cochon ou un carré de patates douces. En célébrant la fin d'un conflit, le Sing Sing est une aubaine pour ceux qui restent attachés aux traditions car ici tous les prétextes sont bons pour sortir et aérer les perruques. 2 jours plus tard, une vingtaine de guerriers ont répondu à l'appel. Lorsque nous arrivons dans la clairière, la majorité des Uli est déjà méconnaissable. Les danseurs, armés de pinceaux et de miroirs de poche, étalent délicatement de larges couches de gouache sur leur visage. Les couleurs, tirées de la nature, ont été remplacées depuis longtemps par des peintures industrielles que les indigènes troquent contre des cochons à l'épicerie de Pingonda. Autrefois, les teintes naturelles employées étaient moins voyantes car les Uli utilisaient du charbon de bois de cèdre,
de l'argile écrasée ou la boue de la rivière. Je me rends compte que le maquillage permet aux danseurs de passer dans un autre monde. Je tente d'enregistrer une interview, sans succès. Les hommes plumes ont commencé leur transformation. Ils sont devenus des oiseaux. Ils ne s'expriment plus que par des sifflements, des caquettements ou d'étranges bruits de gorge. Plusieurs femmes au visage peint arborent de gros coquillages, emblèmes de fertilité sur leur poitrine dénudée. Les plus jeunes portent des bonnets de fourrure d'opossum piqués de plumes de perroquet blanc. J'aide les papous à nettoyer la plateforme de terre battue où traînent quelques bouteilles vides et des sacs en plastique. Étapé, dont le visage est maquillé en rouge et jaune, termine sa métamorphose en coiffant sa plus belle perruque. Il cerne ses yeux de triangles écarlates et trace un trait, du front au menton, afin de séparer son visage en deux parties égales. Puis il enfile une brindille dans sa cloison nasale percée. Enfin, il confectionne une sorte de queue mobile, faite d'une touffe de feuillage, qu'il fixe autour de sa taille. L'élément le plus important, c'est la perruque, explique Étapé. Elle doit être décorée avec une plume noire de casoar ou la queue d'un oiseau de paradis. Sur les côtés, on met des plumes blanches de cacatoès, et sur le front, des plumes bleues de perroquet. Parfois il y a aussi des fleurs et des feuilles. Tout ce qui est coloré peut se mettre sur la tête. Ces couleurs n'ont qu'un seul but: être le plus beau et le plus attirant pour la femelle, comme l'oiseau de paradis mâle. Soudain, un tambour donne le signal. Plusieurs dizaines de danseurs s'alignent épaule contre épaule. Les femmes se tiennent face aux hommes. Les ulis commencent à sautiller comme des volatiles en poussant des sons rauques. Les queues de feuilles se lèvent et s'abattent en cadence. La vie des papous et des oiseaux se confondent, ils chassent et se protègent. J'ai conscience de vivre un moment unique. La danse, qui oscille entre parade amoureuse et manifestation guerrière, dure environ 2 minutes. Les danseurs s'arrêtent et reprennent leur souffle pendant un bref instant. Lorsque les tambours l'exigent, la danse reprend de plus belle. Les ulis sauteront ainsi toute la nuit, jusqu'à ce que les peintures soient brouillées par la sueur. Le lendemain, j'apprendrai que 2 mariages ont été conclus pendant la fête. Ce matin, Étapé nous guide jusqu'au bord de la rivière. Il tente à plusieurs reprises d'envoyer ses flèches sur des oiseaux perchés très haut sous la canopée. Après 2 ou 3 kilomètres de marche sur un sentier étroit, nous débouchons dans une clairière où 4 adolescents sont assis en rond autour de Tiki, le big man. Tiki est le plus âgé du clan, c'est lui qui dirige l'école de la forêt. Le vieil homme ne cesse de sourire, une grande douceur émane de sa personne. Autrefois, les jeunes devaient faire pousser une coiffe de cheveux avant de pouvoir se marier, me confie Tiki. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourtant, le garçon qui a suivi l'initiation de l'école des perruques est plus respecté, il est aussi plus fort et plus instruit, il connaît toutes les règles traditionnelles et tous les secrets de la forêt. Ici, le corps et l'esprit grandissent en même temps que les cheveux. Le grand homme est un personnage important. Big Man en pidgin est une distinction honorifique réservée d'abord à ceux qui ont subi l'initiation, un isolement d'1 an dans la forêt sous la conduite d'un maître. Tiki possède aussi le don de faire pousser les perruques. Personne d'autre n'est plus apte que lui à prendre l'aspect de l'oiseau ancêtre. Le Big Man se doit d'accumuler des richesses, cochons noirs, femmes, ignames, conques de nacre ou plumes d'oiseaux, mais son pouvoir réside surtout dans la quantité de dettes que les autres membres du clan auront contractées envers lui. Au cœur des hautes terres, le peuple uli est partagé entre 2 mondes. D'un côté, le quotidien tribal et l'art des coiffes d'un autre temps, de l'autre, une société de plus en plus influencée par l'Occident et la religion chrétienne. Résultat, l'école de la forêt n'attire plus les jeunes. Wai et Mouli ont respectivement 15 et 16 ans. Ils font partie des rares élèves qui ont choisi de vivre à El Ibaguiya. Moi je veux respecter la tradition des anciens, assure Wai, et puis aujourd'hui la perruque est le seul moyen d'attirer l'attention. Alors il faut avoir une belle perruque pour être respecté par les hommes et remarqué par les filles. Mouli a déjà fait pousser une perruque, qu'il a vendue à un bon prix. Celle-là c'est ma deuxième, elle est pour moi. Mes cheveux n'ont que 7 mois de pousse, alors je dois attendre encore 1 an avant de les couper. Mais peut-être qu'après celle-là, j'en ferai pousser une 3e. Les élèves entrent dans la rivière jusqu'aux genoux et se placent en arc de cercle. Suivant le signal de Tiki, chacun aspire lentement l'eau à l'aide d'un bambou, puis tous les garçons lèvent les tiges vers le ciel et soufflent, dans un ensemble parfait, pour que l'eau retombe en pluie sur leur tête.
La culture des cheveux est entourée de magie et de secrets. 3 fois par jour, les initiés prononcent des incantations et arrosent leurs cheveux pour qu'ils poussent plus vite. De nombreux interdits entourent cette période de transition. L'adolescent ne doit pas marcher dans les excréments de porc, il ne doit pas regarder les jambes des filles ou avoir de relations sexuelles. À la seule couleur des cheveux, Tiki est capable de voir si un élève a failli. J'entre dans la rivière, et je mouille copieusement la caméra en tentant de filmer les visages en plan serré. La séquence est surprenante de naïveté. Je suis totalement sous le charme de Tiki, le coiffeur de l'âme. La chose la plus importante c'est de boire régulièrement l'eau de la rivière, explique Tiki. Mais attention! La première gorgée doit être recrachée pour se purifier. Le secret d'une belle perruque se trouve dans la rivière. Grâce aux formules sacrées, l'eau se charge d'un pouvoir magique, mais pour bénéficier de ce pouvoir, il faut respecter les règles des ancêtres. Seuls les élèves qui auront respecté ces règles auront une belle perruque, les autres auront des cheveux secs et cassants. Tiki s'agenouille derrière Mouli, et glisse délicatement dans ses cheveux plusieurs petits rouleaux de feuilles fraîches. Les rouleaux permettent d'accélérer la pousse des cheveux, ça les rend aussi plus forts et plus résistants, mais il ne faut pas oublier de réciter la formule magique. Les rouleaux ne seront remplacés que lorsqu'ils seront secs, et puis quand les cheveux seront assez longs, j'introduirai de petits tuteurs de bois pour commencer à donner forme à la perruque. El Ibaguiya est le seul endroit où apprendre à devenir un homme. Avant l'arrivée des Blancs, poursuit Tiki, tout le monde allait à l'école des perruques. Les garçons restaient 3, 4 ou même 5 ans et faisaient pousser plusieurs perruques, mais aujourd'hui, les parents veulent que les enfants sortent de la forêt et apprennent à lire et à écrire. Les jeunes qui acceptent encore l'initiation, le font souvent à des fins mercantiles pour vendre ou louer leurs perruques au prix fort. Jadis, les perruques étaient échangées contre des cochons ou de grands coquillages. À présent, les coiffes sont devenues si rares que les vieux papous, nostalgiques du passé, sont prêts à payer très cher, en kina, la monnaie nationale, une perruque de cérémonie qu'ils ne porteront que le temps d'un sing-sing. L'économie des hautes terres a longtemps fonctionné sur un système de troc basé sur le kina shell, un petit coquillage venu d'un océan lointain. Pendant des décennies, les aventuriers et prospecteurs de tout poil ont apporté dans les montagnes des sacs entiers de ces précieux coquillages pour acheter aux autochtones tout ce dont ils avaient besoin. Au fil du temps, le coquillage, devenu monnaie courante, a perdu sa valeur et son mystère. Aujourd'hui, les Ulis ne font plus confiance qu'aux billets de banque. Ce matin, Etape nous emmène voir Kubuntu. Le perruquier est un homme important, car il est aussi le gardien des perruques. Il s'est installé au milieu de la forêt, afin que les cheveux soient conservés à l'abri de la lumière et du regard des femmes. Lorsque nous arrivons, Kubuntu refuse de nous laisser filmer. Après de longues négociations et quelques quinas, Etape réussit à débloquer la situation. Kubuntu est en plein travail. Il façonne une armature de branches souples en forme de ballon de rugby, dont les extrémités sont relevées. À l'intérieur, il tasse les touffes des cheveux fraîchement coupés jusqu'à ce que la perruque ait la consistance du feutre et ressemble à un chapeau. Il conserve les plus belles plumes pour orner la partie de la coiffe qui couvrira le front du danseur, considéré comme le siège de la virilité. Il existe 2 types de perruques, explique Kubuntu. Il y a la perruque quotidienne pour aller au marché, à l'église ou encore pour faire la guerre, et puis il y a la perruque de cérémonie réservée au sing-sing. Celle-là est la plus belle. Elle est souvent colorée à l'argile et décorée des plumes du paradisier. Les coiffes quotidiennes, elles, sont ornées plutôt de feuilles et de fleurs. Ce matin, Etape nous fait savoir qu'il est malade. Le message, laissé à la réception de l'hôtel, est plutôt laconique et ne donne aucun détail. L'affaire est grave. Comment allons-nous terminer le film sans notre personnage central ? Kolowi, notre chauffeur, nous emmène à la maison des hommes. Heureusement, j'ai tout ce qu'il faut dans ma pharmacie de voyage pour remettre notre guide sur pied. Lorsque nous arrivons, Etape est allongé sur le sol de la cabane, il a des vertiges et des maux de ventre. Pipou, le guérisseur, s'est déplacé pour lui faire boire une potion faite de plantes. Nous apprendrons plus tard que notre héros a succombé la veille au charme d'une jeune fille de Pingonda. Je suis allé avec la fille. Je n'ai pas pu résister, regrette Etape, et maintenant j'ai mal au ventre et à l'estomac.
Je n'ai rien mangé de spécial, je crois que la femme m'a caché ses menstrues. Si le remède n'agit pas, ça voudra dire que des esprits malfaisants ont envahi mon corps. Depuis toujours, le peuple Uli considère la femme comme un être inférieur et néfaste pour l'équilibre de l'homme. La croyance veut qu'à son contact, l'homme perde sa force et son pouvoir. La femme ne doit jamais toucher une perruque sous peine de voir la parure perdre son pouvoir de séduction. Plus grave, les relations sexuelles peuvent être mortelles pour l'homme si la femme a ses menstrues. Résultat, dans chaque village, la séparation est la règle, d'un côté il y a la maison des hommes et de l'autre, celle des femmes. Nous décidons d'aller rendre visite aux femmes de Pingonda. Plusieurs d'entre elles sont assises dans une petite cabane branlante, plantée au milieu d'un champ de patates. La hutte de paille ressemble davantage à un abri de fortune qu'à une habitation. Les femmes, dénudées jusqu'à la taille, parlent toutes en même temps, certaines font de la couture tandis qu'une autre insulte bruyamment deux adolescentes qui travaillent dans le potager attenant. Dans cette cacophonie, Tayamé, la plus âgée du groupe, assise à l'écart, caresse et embrasse un énorme cochon noir qui pousse des hurlements aigus. Les hommes et les femmes ne se mélangent pas, assure Tayamé. Chacun possède son potager et chacun fait la cuisine de son côté. Moi, je m'occupe des enfants et des cochons pendant que mon homme fait la guerre ou joue aux cartes. Quand les enfants sont grands, ils doivent aller avec leur père pour apprendre la tradition. Quand mes menstrues sont terminées, je cueille une feuille et je la fais porter à l'homme que je désire. Mais attention! Quand je veux rejoindre l'homme, je dois l'appeler de l'extérieur car je n'ai pas le droit d'entrer chez lui. Les relations sexuelles ont toujours lieu dans la forêt. Au quotidien, la fréquence des rapports sexuels est liée au cycle des menstrues car pendant ces règles, la femme est impure et doit vivre recluse. Étapé nous confie qu'un couple ne peut copuler que pendant les 4 jours de l'ovulation. Nous avons le droit d'avoir plusieurs femmes, précise-t-il, quand la première est vieille on cherche une fille plus jeune. Alors on met sa plus belle perruque, et on danse le sing-sing pour se faire remarquer et pour séduire une fille plus jeune et plus jolie. Chez les Uli, les jeunes mariés veillent 4 nuits d'affilée. À l'aube du 5e jour, ils accomplissent un rituel de fécondité à l'aide de potions magiques, mais il est bon de repousser pendant plusieurs mois le premier rapport sexuel. Le moment venu, il faut sacrifier un cochon pour prévenir des dangers de la contamination féminine. Avant de déflorer son épouse, l'homme verse dans le vagin de sa promise de l'huile extraite d'un arbre sacré, une précaution pour ne pas endommager son pénis dans le sexe d'une vierge. Le lendemain matin, Étapé participe à la danse du soleil. La Sundance est une ronde rythmée par quelques tambours, elle permet de guérir les malades, d'avoir de bonnes récoltes ou des femmes fécondes. C'est une prière qui s'adresse autant au soleil qu'aux ancêtres. C'est une cérémonie aussi importante que la Spirit Dance qui, elle, est organisée à l'occasion d'un décès. La Spirit Dance a pour but de rassurer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.